Je suis une nouvelle fois ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici au 30e rencontre de l'AMRA et de Deauville, et j'ai le plaisir de recevoir Franck Levallois. Bonjour Franck. Bonjour Thierry. Franck, vous êtes le directeur général de France Assureur, et je vais profiter de votre venue sur le stand pour faire un petit tour d'actualité. Première question autour de l'assurance vie, un petit sujet de transférabilité des contrats en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Refaire peut-être un peu de contexte et me dire quelle est la position de la fédération sur le sujet. Oui, absolument. En assurance vie, il y a une proposition de loi qui a été déposée par 2 sénateurs. Cette proposition de loi a fait l'objet de débats au Sénat et a été adoptée. Notamment, un des articles de cette proposition de loi qui porte ou qui vise à la protection des épargnants, un article fait débat. Et très clairement, nous y sommes, France Assureur y est opposé. C'est l'article qui concerne la transférabilité inter-assureur, c'est-à-dire la capacité pour un assuré, un épargnant, de pouvoir transférer son épargne d'un assureur à un autre tout en conservant son antériorité fiscale, sans incidence fiscale donc. C'est un sujet majeur parce qu'aujourd'hui, l'assurance vie, c'est de l'épargne de long terme, même de très long terme, puisque les contrats d'assurance vie ont une douzaine d'années, entre 12 et 13 ans de durée moyenne. Et cette épargne longue, elle permet donc aux assureurs de financer des projets de long terme, des projets risqués. De fait, 61% des actifs détenus par les assureurs vie sont investis dans des entreprises. Ouais. 61%. Le fait de toucher à cette portabilité, d'introduire la portabilité fiscale, eh bien, ça va obliger les assureurs à revoir, à réorienter leur politique d'investissement mécaniquement. Si la durée des contrats diminue, eh bien, évidemment, ils vont devoir investir à plus court terme dans des actifs moins risqués. Et donc, ça a plusieurs effets néfastes. D'abord pour l'économie productive, parce que ça veut dire plusieurs dizaines de milliards d'euros en moins pour le financement des entreprises, mécaniquement. Et à partir du moment où les assureurs investissent plus court et moins risqué, eh bien c'est le rendement des portefeuilles du fonds euro donc, qui va diminuer dans le temps. Et donc, mécaniquement, le taux servi aux assurés va lui aussi diminuer. Donc c'est pour ça que cette portabilité de l'épargne d'un assureur à un autre eh bien, est une très très mauvaise nouvelle, ne fera que des perdants, tant du côté des épargnants que du côté des entreprises, c'est-à-dire de l'économie productive. Et nous, chez France Assureur, on s'étonne qu'on prenne un tel pari sur le futur dès lors qu'il touche 18 millions de détenteurs d'un contrat d'assurance vie, 38 millions de bénéficiaires et des entreprises qui attendent le financement des assureurs vie pour développer leurs projets. Très concrètement et très rapidement sur ce sujet, quel est l'agenda et quels sont vos moyens de pression pour éviter que ça passe? Disons qu'après l'adoption au Sénat de ce texte, eh bien, dans la navette parlementaire, donc la prochaine étape, c'est l'Assemblée nationale. Encore faut-il trouver une date, puisqu'il faudra attendre une niche parlementaire pour introduire ou inscrire ce texte. Donc, ce n'est pas avant plusieurs mois normalement. Et donc, pendant ce laps de temps, eh bien, France Assureur va continuer à faire de la pédagogie pour expliquer tous les effets pervers de cette portabilité fiscale qu'introduit cette proposition de loi. Je note au passage aussi que nous ne sommes pas les seuls à le dire. Le gouvernement, en séance publique au Sénat, s'est fortement opposé à cette mesure. Par ailleurs, j'invite tout le monde à lire le rapport du mois de septembre de France Stratégie, qui est un service qui dépend de Matignon, qu'on ne peut pas accuser de corporatisme, et qui dit exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a un risque fort de déstabilisation de la place financière de Paris à cause de ce type de mesures. Très bien, je referme la parenthèse, très grande parenthèse assurance vie. Pour passer sur la sinistralité climatique, vous avez annoncé récemment des chiffres. L'année 2022 a été une année particulièrement touchée. Aujourd'hui, quand vous faites le bilan, comment est-ce que vous arrivez finalement à anticiper et comment vous allez faire dans les années prochaines pour faire face à cette sinistralité grandissante? Alors, il est vrai que l'année 2022 a été une très très mauvaise année.
très mauvaise année d'un point de vue sinistre climatique. 10 milliards, c'est 10 ça le milliards chiffre? d'euros de sinistres climatiques, de sinistres liés au climat, c'est-à-dire à la fois les tempêtes, la grêle, mais également la sécheresse ou les aléas sur récolte. Ouais. Eh bien, c'est une année record en fait. On n'avait pas connu ça depuis 1999. Et lorsqu'on regarde la sécheresse, simplement la sécheresse, à 2,5 milliards de coûts estimés pour l'année 2022. Commence à faire beaucoup. Oui, en fait, c'est le record absolu. C'est supérieur à ce que nous avions connu en 2003, rappelez-vous, de la grande sécheresse, la canicule de 2003. Bon, donc on est véritablement face à une année record en termes de sinistralité climatique, mais qui s'inscrit, j'allais dire, même si les choses sont pires que la tendance ne pouvait le laisser penser, mais sur une tendance de long terme. Rappelons-nous quand même que dans les années 80, les sinistres climatiques représentaient de l'ordre du milliard d'euros. On a multiplié par 10. Voilà, entre 2016 et 2021, la moyenne annuelle était autour de 3,5 milliards. En 2022, on est autour de 10 milliards d'euros. En fait, ce chiffre-là appuie totalement l'étude que nous avions menée il y a maintenant un peu plus d'un an, une étude prospective à 30 ans, qui disait en quelques mots, c'est que sur les 30 prochaines années, le coût des sinistres climatiques allait doubler par rapport aux 30 précédentes années. Et donc ce chiffre de 10 milliards d'euros vient à l'appui de cette analyse qui évidemment n'est pas bonne dans ses conséquences. Et donc elle appelle évidemment une réaction de la part de l'ensemble des acteurs, pas simplement les assureurs, mais l'ensemble des acteurs. Et nous pensons qu'un des leviers importants, essentiels d'ailleurs, c'est la prévention et la préparation à ce que peuvent être les conséquences. Donc c'est l'adaptation et l'atténuation des conséquences des aléas climatiques. Au-delà de la prévention, est-ce que cette situation pousse certains assureurs à revoir leur position, voire même à se retirer? Et il y a aussi évidemment un sujet réassurance. Aujourd'hui, on voit que les réassureurs sont relativement frileux sur le sujet climatique. Comment vous gérez ça côté fédération? Il est évident. Alors d'abord, côté fédération, on ne gère pas les relations contractuelles ni Oui. les tarifs. Ça nous est formellement interdit Oui, par la réglementation. Mais le fait que des assureurs se retirent et que des réassureurs ne veuillent plus ou en tout cas réduisent la voilure sur la sinistralité climatique pose quand même un souci. En tout cas, c'est l'assurabilité qui est questionnée à travers les aléas climatiques. Le retrait d'assureurs de certains risques ou de certaines zones géographiques reste encore à démontrer ou à affirmer. Pour le moment, il y a des assureurs. On trouve toujours un assureur partout en France. Ce qui me semble en fait important, c'est de bien souligner qu'il y a à l'évidence un sujet d'équilibre technique qu'il faut préserver si on veut assurer cette zone d'assurabilité. Il y a un exemple très concret dans l'actualité, c'est l'ordonnance sur les retraits gonflements des argiles qui devrait passer en Conseil des ministres dans les prochains jours. Il se trouve que nous avons contribué avec les services du ministre de l'économie et des finances notamment, mais aussi ministère de l'Intérieur, à travailler à ces sujets, et le ministère de la Transition écologique, à travailler pour éviter plusieurs écueils, puisque à un moment donné, une des idées qui était en l'air et qui était évoquée en tout cas, consistait en fait à purement et simplement sortir la sécheresse du régime CatNat par exemple. Ou alors une autre idée qui nous semblait être une très mauvaise idée, c'était de supprimer totalement les arrêtés CatNat, et tout en faisant jouer le régime CatNat. Donc on a échappé à ces deux écueils. Le texte a tout de même des conséquences puisqu'il introduit une prise en charge de sécheresse, non pas qu'exceptionnelle, mais également une accumulation de sécheresse, c'est-à-dire une fréquence de sécheresse moyenne. Et tout ça va reposer à un moment donné, même assez rapidement, la question de l'équilibre technique. Et vous voyez que là aussi, lorsqu'on modernise le régime CatNat, évidemment, il faut toujours se poser la question de l'équilibre technique, parce que si demain l'équilibre technique n'est plus assuré dans ce régime CatNat, c'est tout le régime CatNat en réalité qui est emporté. Très bien. Je referme la parenthèse climatique. On est en plein cœur de la Maraye où il y a beaucoup de courtiers, donc je vais faire un petit passage côté intermédiaire. Il y a en ce moment une phase d'enregistrement et d'immatriculation à l'ORIAS des courtiers qui passe par des syndicats représentatifs.
on est assez en retard, si j'entends le marché. Ça pose un problème côté courtier, mais ça pose aussi un problème côté porteur de risque. Ça vous inquiète? Alors, quel est le message que vous souhaitez faire passer et comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation? On sait qu'on a jusqu'à fin février pour les courtiers pour s'immatriculer. Qu'est-ce qui vous inquiète sur ce sujet? On est dans la première année finalement très concrète de mise en œuvre de la réforme du courtage. La fameuse autorégulation. Absolument. Et de ce fait, les courtiers doivent, pour s'immatriculer à l'ORIAS, doivent préalablement adhérer à une association agréée. Et dans le processus d'immatriculation à l'ORIAS, s'est ajoutée une étape supplémentaire, c'est-à-dire cette adhésion à une association agréée et le fait de pouvoir présenter à l'ORIAS, dans le dossier d'immatriculation, de pouvoir présenter une attestation d'adhésion à cette association ou à l'une de ces associations agréées. Ça prend du temps. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps, on me parle de 2 à 3 semaines selon les associations entre le moment où on a demandé à adhérer et à obtenir cette attestation et le moment où on l'obtient. Et donc, cette étape qui s'est rajoutée, elle prend du temps, et ce qui veut dire que les courtiers aujourd'hui doivent ne plus hésiter, ne plus attendre et entamer cette procédure le plus urgemment possible. À l'ORIAS, ce qu'on observe, c'est que le nombre de demandes d'immatriculation a baissé d'1/4. Ouais. Mais ce qui est assez, compréhensible par rapport à cette première étape qui s'est rajoutée, qui prend plus de temps et qui sans doute a ralenti en fait tout le processus de constitution du dossier pour être immatriculé à l'ORIAS. 1/4 de courtiers en moins, c'est quel impact pour les porteurs de risque, pour les assureurs, qu'on soit très concret? La conséquence, si un courtier n'est plus ou un intermédiaire n'est pas immatriculé à l'ORIAS dans les temps, ça a une conséquence mécanique sur le versement des commissions, et ça a aussi une conséquence sur la gestion relationnelle, notamment avec les clients et notamment au moment de la gestion des sinistres. Donc c'est très concret, c'est financier et opérationnel, et c'est la raison pour laquelle il faut absolument une mobilisation de l'ensemble des intermédiaires pour ne pas attendre le 28 février ou la veille pour se préoccuper du sujet, mais d'agir le plus rapidement aujourd'hui. Faut-il repousser la date? Faut-il demander à ce que la date soit repoussée? Parce que, en vrai, on va se parler franchement, ça va être compliqué d'avoir l'entièreté des courtiers matriculés le 28. Est-ce que c'est une possibilité envisageable, pour parler concrètement? Le report de la date butoir d'inscription, d'immatriculation à l'ORIAS pour pouvoir continuer à exercer en tant qu'intermédiaire, est dans la main du Trésor. C'est la Direction générale du Trésor qui peut décider de revoir cette date butoir. Pour le moment, nous, notre message, c'est de dire il faut que tout le monde se mobilise, il ne faut pas attendre. Et ensuite, évidemment, j'espère qu'on sera le plus pragmatique possible pour que cette première année de mise en œuvre du réforme du courtage se passe le mieux possible pour l'ensemble à la fois des intermédiaires et des porteurs de risques. Très bien. Un autre sujet un peu désagréable sur les intermédiaires, celui du commissionnement, ça fait beaucoup. Un commissionnement qui est remis en question beaucoup, notamment au niveau de l'Europe. Est-ce que ça vous inquiète aussi? Quelles seront les conséquences pour le marché? Comment vous voyez ça? Il faut bien le dire qu'en ce début d'année 2023, il y a beaucoup de sujets de préoccupation et de sujets assez lourds. Celui-ci en est un. La Commission européenne a décidé de lancer, il y a quelque temps de cela, un travail autour de l'épargne individuelle. Ces travaux s'intitulent Retail Investment Strategy, qu'on peut résumer comme étant un travail visant à mieux protéger les épargnants, mais également les conduire à investir davantage dans l'économie productive. Voilà, et donc mieux financer l'économie européenne. Ces travaux, ou à l'occasion de ces travaux, est apparu un sujet autour de la protection des épargnants, le sujet de conflit d'intérêts. Et la commissaire en charge de ce dossier à Bruxelles semble pencher pour une remise en cause du schéma de rémunération des intermédiaires. Bref, en un mot, l'interdiction
des commissions. Donc l'interdiction de rémunérer un intermédiaire via des commissions. Donc là, on parle de l'assurance vie, Ouais. on parle d'épargne. Ça n'a pas été un franc succès dans les pays où ça a été mis en place, me semble-t-il. Et voilà. Et donc, en fait, l'argument qui est donné par les services de la commissaire. Alors, pour le moment, on attend encore le texte d'orientation, la fameuse stratégie. Tondron, on l'obtiendra d'ici quelques semaines. On pense l'avoir d'ici le mois de la mi-mars. Mais ce qu'il faut bien avouer, c'est que les arguments qui nous sont opposés nous laissent, j'allais dire, un peu pantois. On parle de conflit d'intérêts lié à ce schéma de rémunération qui est le commissionnement. Il faut le dire, c'est en Europe, il y a une directive distribution assurance qui vise justement à lutter contre les conflits d'intérêts, à encadrer la commercialisation et le conseil. Et il se trouve qu'en France, le conseil est obligatoire en assurance vie. On parle de devoir de conseil. Les autres grands pays qui pratiquent grands pays en assurance vie en Europe, qui ne sont pas obligés sur leur marché interne de délivrer donc obligatoirement un conseil avant une souscription en assurance vie, c'est notamment le cas de l'Italie et c'est notamment le cas de l'Allemagne, on s'aperçoit qu'en réalité, ces formes de distribution sans conseil ne représentent rien. C'est-à-dire qu'en fait, la quasi-totalité des contrats d'assurance vie qui sont distribués sur ces marchés se font avec systématiquement un conseil. Et c'est ce conseil qui protège contre les conflits d'intérêts. A l'inverse, pour ceux qui font la promotion de l'interdiction des commissions, prennent comme exemple des marchés sur lesquels ça a été introduit, comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. Il se trouve simplement, c'est que ça n'a pas été un franc succès. Ça n'a pas été un franc succès, loin de là, parce que ça a cassé l'accès à l'épargne pour une partie des épargnants. En clair, le fait de rémunérer l'intermédiaire sous forme d'honoraires a cassé l'apport de la commission qui permet de mutualiser les coûts de distribution, mutualiser les coûts de conseil et donc de permettre à chacun qu'il investisse 1 000 euros, qu'il investisse 10 000 euros, qu'il investisse 100 000 euros, de pouvoir accéder au conseil. Dans ces pays, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en dessous de 100 000 euros, pour simplifier les choses, c'était très compliqué d'accéder au conseil. Très bien. Merci Franck pour ce tour complet d'horizon de l'actualité. Merci Thierry. Je vous en prie. Et moi, je vous donne évidemment rendez-vous sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos ici au cœur de la Maraie à Deauville.